Cet après-midi, je vous raconte une écrivaine, ou plutôt un écrivain, puisque Marguerite Emery a elle-même choisi d'être genrée au masculin pour publier ses écrits, des écrits sulfureux et parfois même interdits, ou la véritable histoire de Rachilde, l'homme de lettres, qui était une femme. Pourquoi Marguerite Emery a-t-elle choisi un pseudonyme masculin ? Quelle était sa perception du féminisme ? Pourquoi lire aujourd'hui ses livres ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes à la fin de l'été 1884, au cabaret du Chat Noir, sur la butte Montmartre à Paris. Il est 10h du soir et une petite demoiselle vient de monter sur une chaise pour dominer la vaste assemblée. Tout le monde, ou presque, la connaît ici, bien sûr. Mais tout de même, cette femme-là, on ne s'en lasse pas. Ce ne sont pas tant l'ovale de son joli visage et ses yeux gris qui attirent les regards. Non, c'est son allure de garçonne avant l'heure. Elle a les cheveux courts et a depuis longtemps laissé tomber robes et jupons pour le pantalon. C'est choquant, bien sûr, mais tout est choquant chez Rachilde, surtout son dernier roman, paraît-il. Sa gestation a eu lieu chez son ami Jean Lorrain, qui l'a accueilli chez lui. Et l'accouchement se fait donc dans ce cabaret, au lieu du Paris des artistes, et lieu haut en couleur interdit aux prêtres comme aux militaires. Et ça tombe bien car ce que Rachilde s'apprête à lire risque de déranger l'ordre et la morale, même si, à vrai dire, c'est tout ce qu'elle espère. Émue, la voix hésitante, Rachilde lit quelques extraits devant un parterre qui rêve de vivre de poèmes et de transgressions. Mais chose incroyable, les quelques voix, les murmures qu'on pouvait entendre ça et là, cessent peu à peu, et le silence se fait religieux au sein du tumultueux cabaret. Les visages se tournent vers la lectrice exaltée qui dit des mots qui surprennent dans la bouche d'une jeune fille. « Qui est-elle » murmurent les clients de passage, qui n'obtiennent pour toute réponse qu'un « chut » agacé. On se tait, on écoute Monsieur Vénus. C'est le titre de ce roman sulfureux que chaque écrivain présent, ce soir-là, voudrait avoir écrit. Son héroïne se nomme Raoul de Vénérande. C'est une aristocrate qui se moque des convenances et tombe amoureuse d'un apprenti fleuriste à la beauté féminine. Comme pourrait le faire un homme, Raoul de Vénérande prend son amant sous sa coupe, le manipule et l'asservit à ses désirs charnels. Elle fait de lui un homme entretenu qui doit assouvir ses moindres fantasmes et supporter sa violence, y compris sexuelle. À la lumière des lanternes, entourée d'un halo de fumée de tabac et d'odeur de bière, Rachilde se tient immobile et muette après sa lecture. Elle ose à peine lever les yeux sur son auditoire, ses poètes, ses artistes, ses hommes de lettres, qui sont ses amis ou prétendent l'être. Le silence. Puis tout à coup, deux mains frappent l'une contre l'autre, une fois, deux fois, d'autres se joignent à elle. Et c'est un tonnerre d'applaudissements qui emplit le cabaret. Fabuleux, admirable, voilà les mots qu'elle distingue à travers l'ovation qui salue sa lecture. Quand Rachilde descend de sa chaise, un ami poète la prend dans ses bras et l'embrasse en la déclarant, excusez du peu, reine des décadents. Oui, au masculin. Mais avant tout cela, Rachilde fut la reine de ses parents. Rachilde, ou plutôt Marguerite. Oh Marguerite, quel joli prénom pour une petite fille. On imagine l'enfant entouré des fleurs de son Périgord natal, vêtu d'une jolie robe de popeline avec un nœud dans les cheveux. Sauf que non. Née en 1860, Marguerite Emery est un garçon manqué. Elle voudrait être le fils de son père adoré, mais elle se trouve moche, elle boite, et malgré tous ses efforts, elle reste une fille. Une fille pas comme les autres tout de même. Car une fille qui dépèce les grenouilles, se bat comme un garçon et lit le Marquis de Sade avant même l'adolescence, ça forge un caractère. Et la jeune fille, ne lui en déplaise, développe un goût prononcé pour les belles lettres et la littérature à scandale. Elle s'enthousiasme pour le réalisme de Zola, mais aussi pour la chasse et l'équitation. Elles lui permettent d'échapper au désœuvrement du château familial décrépit du Crau entre Château-l'Évêque et Périgueux. Joseph Emery, son père, est le fils naturel du marquis d'Ormois. C'est un ancien officier qui bat sa femme, Gabrielle. Elle-même glisse vers la folie et s'adonne au spiritisme. Vous vous doutez que la jeune Marguerite souhaite au plus vite échapper à cette ambiance sinistre. Elle a 15 ans quand son père décide de la marier avec un certain Jacques de la Huillière.
Il est noble, bien sûr, et quelque peu fortuné. Le mariage? Non, jamais. Au point que Marguerite tente de se suicider en se jetant dans la mare aux grenouilles dans laquelle elle espère se noyer. Ses parents cèdent, elle restera vieille fille. Depuis des années déjà, Marguerite écrit pour échapper à l'ennui de sa vie et à la folie qui couve dans le château familial. Ses écrits s'inspirent de ses lectures, mais comment en estimer la valeur? À 17 ans, voilà qu'elle décide de demander son avis à celui qu'elle considère comme le plus grand écrivain français vivant, Victor Hugo. Elle envoie donc ses textes au vieil écrivain qui lui répond ces quelques mots: remerciements et applaudissements. Courage, mademoiselle. 4 mots précisément qui galvanisent la jeune fille et confirment sa vocation. Elle sera écrivain. Écrivain et surtout pas écrivaine, non. Il ne faut pas qu'on sache qu'elle est une femme, car cela nuirait à sa carrière naissante. La jeune Marguerite se cherche donc un pseudonyme, un nom qui ferait d'elle un homme de lettres. Un prénom masculin comme Aurore Dupin, devenue George Sand. Il y a cela 50 ans, non. Non, il lui faut quelque chose de plus original, quelque chose d'unique. Et pourquoi pas Rachilde? Voilà un pseudonyme ambivalent et même énigmatique. Il lui vient d'un ouvrage écrit à la fin du XVIe siècle par un grand voyageur suédois. C'est décidé, Marguerite Emery, la périgourdine biberonnée à Sade, Voltaire et quelques autres lumineux philosophes, devient Rachilde. Nous sommes en 1877, elle a donc 17 ans et se lance à l'assaut de la littérature. Rachilde, oui, il va falloir s'y faire, décide d'envoyer à l'Écho de Dordogne et de Vaisonne, le journal local, un texte de jeunesse. Oui, un texte écrit alors qu'elle n'avait que 12 ans. Sitôt le courrier ouvert et lu, le directeur de la publication est charmé et décide de rencontrer cette nouvelle plume. Le malheureux est myope et ne se rend pas compte tout de suite qu'il a affaire à une femme. Il faut dire que Rachilde, comme vous l'avez compris, plutôt excentrique, n'est pas très féminine. Mais ses longs cheveux dévoilent malgré tout son genre. Une femme, oui. Ce qui agace fortement le directeur de la publication. Il veut voir l'auteur du texte, pas sa sœur ou sa cousine. Heureusement, cet homme-là n'est pas totalement borné et accepte de la publier. Les lecteurs de l'Écho de Dordogne ignorent tout de l'identité de l'auteur des contes qui très vite trouvent leur place dans le journal. Même Gabrielle, la mère de Marguerite, Rachilde, ignore que c'est désormais sa fille qui alimente le feuilleton préféré du département. Quand elle l'apprend, elle y voit l'opportunité de s'arracher au château du Crau qu'elle déteste. Et si elle partait s'installer à Paris toutes les deux, rien que la mère et la fille? Paris, c'est bien là que tout se joue dans le monde des lettres, non? Rachilde et sa mère débarquent dans la capitale au moment où se tient l'exposition universelle de 1878. Oh, quelle effervescence! La ville est si luxueuse et grandiose que les deux femmes ne savent plus où donner de la tête. Elles s'étourdissent en entrant dans un magasin des dizaines de fois plus vaste que le château du Crau, au bon marché, alors que dans les rues, les passants se promènent avec une intensité forcément inconnue dans le Périgord. Cela ne fait plus aucun doute. Paris est la ville de tous les plaisirs. Partout, des théâtres, des cafés, des fêtes foraines. Il n'y a qu'à s'enivrer et profiter, semblent dire les devantures. Tout est possible à Paris. Sauf que Rachilde et sa mère logent dans un gourbi du quai de la Tournelle qui n'a pas vu sur les étoiles, loin de là. Une commode, une petite table, 4 chaises et 2 lits en fer, voilà tout leur mobilier. Il faut se mettre au travail sans perdre un instant. Alors, Rachilde s'assoit et se met à écrire. Et elle entend bien faire parler d'elle à Paris. Peu après son arrivée dans la capitale, Rachilde présente des textes à une certaine Madame de Saverny. Elle est la cousine de sa mère et surtout la directrice d'une revue intitulée « L'école des femmes ». Rachilde ne doute pas de pouvoir lui fournir quelques feuilletons, mais Madame de Saverny fait plus. Elle l'engage pour travailler dans ses bureaux. C'est là que la jeune fille rencontre de nombreux écrivains qui publient dans la revue. Et d'écrivain en écrivain, la voilà chez Victor Hugo. Ah tiens, celui qui l'avait encouragé sur le papier et qui l'encourage à nouveau. Rachilde publie ensuite dans la revue L'Estafette et se met à fréquenter les cafés du quartier latin. Enfin, son rêve de bohème parisienne se réalise. Elle rencontre là encore des écrivains dont certains l'ont déjà lu et surtout apprécié. Tous s'étonnent quand même de son jeune âge et de son genre, car oui, Rachilde est une femme, qui l'eût cru. Personne. Comme personne ne croit qu'elle puisse se faire publier par un éditeur parisien. Ces gens-là sont des bourgeois frileux qui ne sont pas prêts à tenter l'aventure d'une femme écrivain. Puis elle rencontre Sarah Bernard
grande actrice, divine même, du surnom qu'on lui a accolé, et surtout libre comme elle. Connue dans le monde entier, on peut même dire que c'est une femme extravagante. La divine se moque des conventions sociales et laisse courir sur son compte les plus étranges légendes. Elle aurait chez elle un cercueil capitonné en palissandre, dans lequel elle coucherait parfois, et aussi, dans son salon, sous un meuble, une tête de mort dans un plat d'argent. Exactement le genre de femme qui plaît à Rachilde. Sarah Bernard la regarde avec bienveillance et l'adopte aussi. La petite a tellement de caractère qu'elle lui ressemble. Dans le salon de la comédienne, qui a toujours confié aimer jouer des rôles d'hommes parce qu'ils sont plus étoffés, aurait-elle expliqué, les murs, le plafond, les portes, les fenêtres sont tendus d'épais satin noir. Dans un angle se trouve un grand miroir en pied, dans un cadre de velours noir lui aussi, et perché sur ce cadre, un vampire déploie ses ailes velues. Oh non, c'est une chauve-souris empaillée. Rachilde en a le souffle coupé. Et elle n'est pas plus bavarde quand les dames présentes ce jour-là discutent. Elle écoute les discussions qui vont bon train, on s'indigne du statut des femmes, considérées comme des enfants devant la loi. On conspue ces hommes qui peuvent ouvertement tromper leurs femmes alors qu'elles risquent la prison au moindre adultère. Et l'éducation qui n'a pour but que de faire d'elles de bonnes épouses. Oui, en cette fin de 19e siècle, il y a de quoi s'indigner. Pourtant, Rachilde n'embrasse pas la cause féministe. À celle qui lui demande si elle veut devenir une femme de lettres, elle répond que non. Elle se veut androgyne des lettres. Pas d'écrivaine ni d'autrice, elle utilise la langue française telle qu'elle est, sans la transformer, ni la déguiser en femme. Rachilde se fait des amis dans les cafés, dans les cabarets, des amis qui reconnaissent volontiers son talent et boivent beaucoup aussi. Quand on est un jeune écrivain comme elle, il faut fréquenter ces brasseries enfumées peuplées d'artistes célèbres. Dans un affreux mélange de toutes sortes d'odeurs, parmi lesquelles domine le tabac, les bocs roulent, les garçons courent et les discussions s'échauffent. On lit le journal aussi, on le commande surtout en jouant au domino. Mais surtout on déclame des vers, on chante des chansons et on se moque des romantiques ou des naturalistes. Cette cacophonie littéraire accompagne le cœur battant de la littérature de cette fin du XIXe siècle. C'est là que Rachilde recueille ses premiers éloges. Rachilde fête ses 20 ans et la sortie de son premier roman intitulé « Monsieur de la Nouveauté » dans le célèbre restaurant L'Escargot dans le quartier de Montorgueil. Elle est entourée, même très bien entourée. Son ami Jean Lorrain, écrivain homosexuel, Édouard Dantu, son éditeur, Arsène Housset, journaliste littéraire très célèbre, et bien sûr, son amie Sarah Bernard, ont tous fait le déplacement. La jeune Périgourdine commence, elle, à faire son chemin. Malheureusement, Monsieur de la Nouveauté ne rencontre pas le succès escompté, comme on dit poliment. Il s'agit pourtant d'un roman naturaliste qui se déroule dans l'un de ces grands magasins à la mode, un peu comme celui d'un homme qui se fait alors lui aussi un nom comme romancier, Émile Zola. Mais lui ne publiera son Au bonheur des dames sur le même thème que 3 ans après le premier roman de Rachilde. Quoi qu'il en soit, la jeune romancière qui s'est brouillée avec sa mère à moitié folle tire le diable par la queue. Pas question pour autant de se chercher un mari, ou même un homme pour l'entretenir. La belle Rachilde sait remettre à leur place tous les libidineux de l'édition qui veulent lui venir en aide. Les critiques littéraires font toujours allusion à son âge et à son sexe, alors qu'elle voudrait être jugée sur son style. Peut-être qu'il faut avoir l'air plus masculin pour être crédible, pense-t-elle. C'est donc sans hésiter et sans regret que Rachilde fait couper ses longs cheveux. Elle fait aussi imprimer des cartes de visite sur lesquelles on peut lire « Rachilde, homme de lettres ». Un homme, oui, mais encore faut-il porter culotte pour cela. Elle en demande donc l'autorisation à la préfecture de police, car la loi du 17 novembre 1800 stipule que, je cite, « Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation et que celle-ci ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé. » Voilà donc une chose de réglée désormais. Rachilde porte donc désormais le pantalon, mais pour autant elle n'est pas un homme mais une femme, et une femme amoureuse. Oui, il fallait bien que ça arrive. Mais son cœur choisit le mauvais cheval. Un homme à femme et homme de lettres prétentieux que l'histoire littéraire a à bon escient peut-être totalement oublié. Il se nomme Abraham Catulle Mendes. Il est de 20 ans son aîné. Avec la violence et l'innocence d'un premier amour, Rachilde l'admire, l'attend, lui pardonne tout. Ses amis la préviennent, mais hélas, rien n'y fait. L'indifférence du bellâtre la met au supplice. Elle ne dort plus, ne mange plus, sa lit et délire. Son mal d'amour est si intense qu'il faut carrément l'hospitaliser. On la soigne à l'électrothérapie.
Pour stimuler ses muscles, Rachilde subit des séances régulières de faradisation, où l'électricité doit servir à la soigner, mais ça la fait surtout souffrir, le martyr. Mais pas autant que ce Catulle Mendes qui s'obstine à l'ignorer. Où est la Rachilde provocante, combative, disparue pour une œillade, un séducteur? Rachilde serait donc une midinette comme les autres? La voilà au fond du trou. Heureusement, ses amis la soutiennent. Et n'oublions pas que dans ses veines coule le sang d'une artiste qui s'est transformée l'émotion en œuvre d'art. Son chagrin, Rachilde va donc le muer en scandale littéraire. Un scandale, rien de tel pour requinquer un homme de lettres comme elle. Le roman sulfureux, qui est né de ce chagrin d'amour, s'intitule Monsieur Vénus. Il est signé d'un double nom, Rachilde et Francis Talmant. S'il ne trouve pas d'éditeur en France, c'est en Belgique qu'Auguste Brancard, libraire, éditeur spécialisé dans la littérature pornographique, accepte de prendre le livre. Toutes ces obscénités le réjouissent au plus haut point. Et puis, les éditeurs belges sont habitués à publier les auteurs français qui cherchent à échapper à la censure. Brancard ne sait rien de cette Rachilde, mais qu'elle soit une sorte de jeune aristocrate pauvre ajoute à l'intérêt du texte. En revanche, son co-auteur, Francis Talmant, personne ne le connaît. Et pour cause, il n'existe pas. C'est en quelque sorte un double de Rachilde, à la fois caution masculine et chargé des relations avec les éditeurs, tous des hommes, bien entendu. Et ce qui devait arriver arriva. Dès sa parution, Monsieur Vénus déchaîne les passions. Monsieur Vénus, oui, rappelez-vous, le livre dont Rachilde disait de courts extraits qui avait laissé quoi toute l'assemblée du cabaret du Chat Noir, comme je vous le racontais au début de mon récit. Monsieur Vénus, celui aussi qui a valu le surnom de reine des décadents, et pas des décadentes, ça, je vous le disais aussi. Quoi qu'il en soit, certains salons littéraires lui sont fermés. Pire, le livre est censuré même en Belgique et des exemplaires saisis. Rachilde est condamné à payer plusieurs amendes et à ne plus remettre les pieds dans le plat pays où l'attendent 2 ans de prison. Parmi les 19 chefs d'accusation, il en est un qui stipule qu'elle a inventé un vice nouveau. Verlaine la rassure, l'inventeur d'un vice nouveau serait le bienfaiteur de l'humanité. Le scandaleux succès de Rachilde éloigne les bien-pensants et réjouit les décadents. L'homme de lettres est vilipendé dans certains journaux, adulé dans d'autres. Un journaliste écrit qu'enfin Rachilde a apporté au monde le livre pervers qu'il attendait. Mais désormais la porte de sa cousine, qui l'a aidé à son arrivée à Paris, Madame de Saverny, lui est fermée. Et c'est Alfred Valette qu'elle rencontre au Balbulier. Que pense-t-il d'elle? Ce jeune écrivain timide n'apprécie guère la prose de notre Amazone des lettres, mais se garde bien de le lui dire. Tous deux parlent littérature, simplement littérature, et c'est apaisant. Une deuxième édition de Monsieur Vénus paraît finalement, augmentée d'une note de l'éditeur et d'une préface de l'écrivain Arsène Houssaye en 1885. La troisième édition porte une préface de Maurice Barrès, ami de Rachilde et amoureux transi aussi, mais d'un amour platonique, qu'il surnomme Mademoiselle Baudelaire. C'est à lui aussi qu'il dédie son troisième roman, À mort. En tout, Rachilde en écrira une 50aine qui tous explorent les ambiguïtés sexuelles et cherchent à choquer. Pour celui-ci, les réactions ne se font pas attendre et une nouvelle fois elles sont violentes. Une certaine Gisèle Destock publie un pamphlet intitulé « La Vierge réclame » qui est un véritable brûlot contre Rachilde. Toute sa vie privée y est dévoilée, mais cette rivalité féminine n'ébranle pas la jeune femme, toujours soutenue par Maurice Barrès. Dans sa préface à la réédition de Monsieur Vénus en 1889, lui aussi racontait sa jeunesse périgourdine et ses débuts littéraires. Mais que de compliments sous sa plume, que d'admiration. Rachilde est une fleur du mal, écrit-il alors, disant aussi que ce livre, je le cite, restera au même titre que certains livres du siècle dernier que nous lisons encore après que des ouvrages plus parfaits ont disparu. On sait que malheureusement il n'en est rien. Rachilde est aujourd'hui une quasi-inconnue. Mais elle est si célèbre à l'époque qu'elle ouvre un salon littéraire chez elle, au numéro 5 de la rue des Écoles dans le quartier latin. Chaque mardi, on pousse les meubles du petit appartement pour accueillir de nombreux écrivains et hommes de lettres. On croise là Jean Lorrain, l'ami de toujours, Verlaine, Jules Renard et bien sûr Alfred Valette. Bien des destins littéraires se font et se défont dans ce salon où l'on fume tant, paraît-il, qu'on peine à discerner qui est là et qui n'y est pas. La réputation de Rachilde est telle qu'elle est invitée chez Jules Barbet d'Aurevilly, ce mufle qui n'a pas de mots assez durs contre les femmes qui écrivent. Il les appelle des bas bleus et croyez-moi,
Ça n'est pas un compliment venant de la plume de celui qu'on appelle le connétable des lettres, rien que ça. Accompagné de son ami Maurice Barrès, Rachilde n'emmène pas large en entrant chez Barbet. Mais aux surprises, la prose de Rachilde trouve grâce à ses yeux. Il n'a pas de mots assez élogieux pour louer la petite demoiselle. Le vieil homme qui se maquille et se teint les cheveux pour camoufler les outrages du temps est en admiration devant le charme vénéneux de Monsieur Vénus. Mais un scandale littéraire adoubé par un vieux romancier catholique est-il toujours un scandale ? Rachilde se marie finalement en 1889 à l'âge de 29 ans avec Alfred Valette, qu'on a vite fait de comparer à l'apprenti fleuriste de Monsieur Vénus, car il est comme lui, discret, presque effacé, et entretenu par Madame aussi. Sans doute la tonitruante Rachilde n'en fera qu'une bouchée. Moins de 5 mois plus tard, ils ont une fille, Gabrielle, qui sera leur seul enfant. À la fin de cette année, Valette et quelques amis fondent la revue Le Mercure de France, dont le premier numéro paraît en janvier 1890. Pendant 24 ans, Rachilde sera titulaire de la rubrique critique littéraire de la revue. Elle y critique les nouveautés, son verdict est très attendu, car Le Mercure de France fait pendant toutes ces années la pluie et le beau temps sur le monde des lettres. Alors, gare à celui ou celle que Rachilde n'aime pas. Elle ne fait aucun cadeau à ses consoeurs en écriture. Au contraire, les années ont passé, mais en 1928, elle provoque à nouveau, comme elle le faisait dans ses jeunes années, en écrivant un texte intitulé « Pourquoi je ne suis pas féministe ». Et si, à 68 ans, il ne lui restait plus que ça, la provocation. Si la jeune Rachilde a compté dans le monde des lettres, c'est, vous l'aurez compris, grâce au scandale lié à son non-conformisme et à ses écrits sulfureux. En se mariant et en se laissant pousser les cheveux, elle est peu à peu rentrée dans le rang. Elle est devenue une dame, Madame Valette. C'est pourtant bien à Rachilde qu'on doit La Tour d'amour, un beau roman qui se déroule dans le phare d'Armen, au large de l'île de Sein, dont on a déjà parlé ici même. Un roman troublant, comme Rachilde, que je vous conseille si vous souhaitez découvrir cet homme de lettres, vraiment hors du commun. Europe 1, historiquement vôtre. Cécile Chabot, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Selon vous, quel roman de Rachilde conseilleriez-vous aux auditeurs d'Europe 1 et pour quelles raisons ? Alors moi, je n'ai pas lu tout Rachilde. C'est évidemment un auteur très prolifique qui a écrit une 60aine de romans, des chroniques littéraires, des contes et même des livres pour enfants. Vous citez La Tour d'amour, bien sûr, mais je pense qu'il faut peut-être entrer dans Rachilde par Monsieur Vénus, qui est une pépite de la littérature décadente, ou encore par Quand j'étais jeune, qui est son dernier roman, qui est un très beau livre autobiographique, qui n'est pas sans rappeler la plume de Colette. Cécile Chabot, vous avez publié Rachilde, homme de lettres, aux éditions Écriture. Cette écrivaine qui voulait être écrivain a fait scandale en son temps. Ses écrits ont fait parler le tout Paris et pourtant aujourd'hui, elle est totalement inconnue. Quelles sont pour vous les raisons de cet oubli ? Alors ça, j'ai pas de vraie réponse à cette question, si ce n'est que parce que des choix ont été faits par des hommes de lettres, des éditeurs, peut-être même des politiques qui ont décidé que Rachilde ne figurerait pas dans les manuels littéraires. On a gardé que George Sand, Louise Collet, Anna de Noailles pour le 19e siècle. Après, il est vrai aussi que sa polygraphie fait qu'on ne peut pas la classer dans tel ou tel genre. Et en France, on n'aime pas ça, on aime classer les auteurs. Elle participe du réalisme, du romantisme, elle a un ton satirique, symboliste. On peut se demander pourquoi elle n'a pas été rééditée. Peut-être a-t-on considéré que ce qui faisait scandale à la belle époque paraît aujourd'hui bien falot et mérite plus qu'on s'y intéresse, ce qui est quand même injuste parce qu'on s'intéresse à Baudelaire et on a oublié Mademoiselle Baudelaire. Très jeune, Marguerite Emery, de son vrai nom, se rêve écrivain, mais elle ne souhaite pas être perçue comme une femme qui écrit, raison pour laquelle sur sa carte de visite, on l'a dit, elle se présentera comme homme de lettres. Ce rejet de son genre, il passe également par le choix de son surnom Rachilde, nom masculin qui lui aurait été, racontez-vous, insufflé lors d'une séance de spiritisme, c'est bien ça ? Oui, durant les séances de spiritisme auxquelles elle participait avec ses grands-parents, elle prétend être possédée par l'esprit d'un gentilhomme suédois de la Renaissance, Rachilde, et elle choisit ce pseudonyme qu'on peut qualifier d'insexué pour écrire. C'est-à-dire ni homme ni femme, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit quand on parle de Rachilde. Mais justement, je m'adresse maintenant à la professeure de lettres. Vous nous racontiez qu'elle était polygraphe, donc elle a écrit sous toutes sortes de textes, elle a de la prose, des poèmes, des
une soixantaine d'ouvrages. Comment on peut définir son écriture ? Justement, je parlais de genre et de ton différents. C'est dur de répondre à cette question parce que son écriture peut être décadente, vénéneuse, comme Les Fleurs du Mal ou À rebours de Huysmans. C'est l'atmosphère d'un monde qui se meurt dans un esthétisme sublime. Quand j'étais jeune, évoque plutôt Sido ou Claudine de Colette. Ces chroniques, quand on les lit, ces chroniques d'éditrices témoignent de son temps. C'est une photographie du monde littéraire du début du XXe siècle. Et puis, alors moi j'ai lu beaucoup de lettres d'elle qui sont parfois mordantes, mais qui peuvent être très touchantes. Et je pense à celle qu'elle envoie à sa meilleure amie, Madame de Perbrune, qui collabore à la Revue des Deux Mondes. Donc la lettre qu'elle envoie la veille de son mariage avec Valette, quand elle revient sur sa blessure d'amour avec Catulle Mendès, et où elle écrit « J'ai 29 ans et je suis si morte à tout que j'accepte un mariage comme j'accepterais un suicide. » Mais vous l'avez rappelé, Cécile Chabot, ces écrits ne sont pas réédités aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il plairait aux jeunes générations du XXIe siècle ? Il y a quand même dans certaines pages un avant-gardisme étonnant. Moi, je pense de toute façon qu'il faut dépoussiérer les classiques. Rachilde comme les autres, il faut remettre sur le devant de la scène des vrais écrivains qui ont le goût de la belle langue, le goût des beaux mots. Bien sûr qu'elle plairait. Il faut, comme pour tous les classiques, accepter de la prendre à bras-le-corps, se plonger dedans sensuellement, avec l'envie de la savourer et dans son cas, d'être confronté à son étrangeté. Cécile Chabot, votre biographie romancée de Rachilde, homme de lettres, s'intéresse aux 25 premières années de la vie de cette écrivaine oubliée. Revenons sur son enfance périgourdine. Vous racontez que ses parents auraient rêvé qu'elle soit un garçon. Ça, j'imagine, ça a été un facteur déterminant. Oui, bien sûr, c'est un facteur déterminant. Le rejet dont elle est victime durant son enfance est déterminant. Le fait qu'elle se construise de ses lectures, puisqu'elle est livrée à elle-même, est déterminant. Le fait que son père lui apprenne à monter à cheval, à Califourchon d'ailleurs, qu'il lui apprenne l'escrime, qu'il l'emmène à la chasse, tout ça c'est déterminant. Elle va toujours tendre à ne pas être femme. À l'âge de 68 ans, Rachilde a écrit, je le disais, un pamphlet intitulé « Pourquoi je ne suis pas féministe ?» Alors je vous pose la question, pourquoi Rachilde n'était-elle pas féministe ? Elle qui pourtant subit les foudres d'une société misogyne qui invisibilise les femmes de lettres. Ce livre, elle l'a écrit pour provoquer, comme à son habitude, mais il est vrai qu'elle ne réfléchit pas aux revendications féministes, elle travaille pour elle, c'est une femme libre, comme Colette du reste. Elle n'aimait pas les féministes. Jeune, elle refuse de se laisser marier, elle se coupe les cheveux, elle se travestit, vous l'avez très bien dit, elle se fait une place dans un monde d'hommes, mais elle le dit dans son pamphlet, je la cite, elle ne se reconnaît pas dans la race des femelles. Voilà, ce sont ses mots. Elle ajoute « Je n'ai jamais eu confiance dans les femmes, l'éternel féminin m'ayant trompé d'abord sous le masque maternel, et je n'ai pas plus confiance en moi. » En littérature, elle pense qu'une romancière n'a de talent que si son écriture peut se confondre complètement avec celle d'un homme. Donc elle aime Lucie de la rue Mardrus, Gyp, Marcel Tiner, que des oubliés. Quant à l'égalité homme-femme, elle dit que la femme ne peut ni être l'égale, ni être l'équivalente de l'homme. Là encore, je la cite. C'est trop une infirme. Donc elle parle de la femme, c'est trop une infirme. Si elle ne peut pas faire la guerre, à quoi bon raconter toutes ces histoires sur l'égalité des droits ? Voilà. Donc les choses sont dites. Alors on a parlé, Cécile Chabot, de son livre le plus célèbre, Monsieur Vénus, qui met en scène une relation passionnelle entre une aristocrate au comportement masculin et un jeune homme qu'elle réduit au rôle de maîtresse. Rachilde ne se dit pas féministe, pourtant cette confusion des genres peut être largement perçue aujourd'hui comme féministe. C'est une remise en question de l'ordre établi de ce qu'est le genre, la bataille du genre. Non, elle entre en littérature par le scandale avec Monsieur Vénus. Elle va être accusée de dépravation, d'immoralité, elle va être qualifiée de pornographe. Et effectivement, en 1884, qu'une vierge de 24 ans puisse inverser les rôles, mettre en scène une femme fatale qui humilie son amant à la mort, c'est une remise en question de l'ordre établi. Ça, bien sûr. Elle est rejetée par de nombreuses femmes, mais elle va être récupérée par certaines féministes de son époque, ce qui ne lui plaira pas du tout.
Et aujourd'hui, Monsieur Vénus, donc depuis sa réédition, est aussi récupéré par celles qui en font une lecture anachronique. Déjà par celles qui en font une autrice ou une écrivaine, hein, ça je pense qu'elle aurait détesté, mais surtout j'ai lu la préface de la réédition de Monsieur Vénus par une néo-féministe, et alors c'est terrifiant, il y a tout un jargon woke, une réécriture du roman, donc un passage de la préfacière, enfin je peux vous citer, donc à mes camarades cis hétéros, je clame haut et fort, prenons exemple sur Raoul et Jacques, comme Raoul, matons leur joli cul. Voilà. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi ne pas s'en être tenu à la préface de Rachilde, qui est quand même autrement plus élégante. Nous prévenons nos lecteurs qu'au moment où ils coupent ses premiers feuillets, l'héroïne de notre histoire passe peut-être devant leur porte. Voilà. Et elle dédie de surcroît le livre à la beauté physique. Donc clairement, je conseille aux auditeurs de trouver Monsieur Vénus d'occasion dans de vieilles éditions. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'abolition de l'identité, du genre, du sexe pour lutter contre le patriarcat. J'ai même lu des articles faisant d'elle une genderqueer ou une écoféministe ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Ça, ce sont des notions nouvelles qui nous viennent d'outre-Atlantique. Il faut redécouvrir Rachilde sans la dévoyer, c'est-à-dire à la lumière de son époque, à elle, et pas d'une idéologie. Il faut garder l'image de l'androgyne décadent, du dandy fin de siècle et fin de race, de l'esthète. Voilà, les décadents ne revendiquent pas la normalité, ils revendiquent le fait d'être des figures du rebut, des criminels, des détraqués sexuels éphémères. Et l'androgyne, c'est une figure sulfureuse et assumée de l'autodestruction. C'est la beauté qui se meurt. Voilà. Mais au fond, quelle place, selon elle, les femmes devaient avoir dans la société ? Rachilde ne se préoccupe pas de la cause des femmes. Encore une fois, elle se préoccupe d'elle. Elle n'a pas de revendication pour ses consoeurs. Socialement, elle n'a que très peu d'acquaintance avec les femmes. Elle admirait beaucoup Colette, mais bon, elle était aussi un peu jalouse et donc elle a pu la traiter de putain. Elle aimait beaucoup la demi-mondaine Liane de Pougy, mais quand elle est devenue princesse, elle a décidé qu'elle ne voulait plus avoir. Et dans son salon du mardi, il y avait très très peu de femmes. Alors je l'ai dit tout à l'heure, Rachilde a été extrêmement prolifique dans sa carrière littéraire. Plus globalement, quels étaient les thèmes de ses écrits en dehors de Monsieur Vénus ? Les thèmes de ses romans sont toujours les mêmes, hein. Le mal, la ruine, la crise identitaire, la perversion, le sadisme, la nécrophilie, le vampirisme, l'homosexualité, le fétichisme. Bon, la liste est longue. Voilà, mais tout ça, si vous voulez, c'est une littérature du fantasme. Hein. C'est une posture qu'elle se donne. Ce n'est pas la nymphomane ou la perverse que l'on croit dans la vraie vie. Elle a bousculé l'ordre moral, évidemment, et pourtant, vous dites, vous, qu'elle craignait la chair. Oui, elle craignait la chair. Il y a une hypothèse assez intéressante à laquelle j'ai choisi de croire, c'est celle de l'agression sexuelle étant jeune. De la part de son père ? Non. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, Rachilde raconte un cauchemar qui l'a hanté très longtemps et qui est le cauchemar d'un noyé près de la mare de son domaine, le domaine du Crau. Et la façon dont elle raconte cet épisode laisse à penser que, oui, il s'est passé quelque chose près de cette mare. Et je me suis servi de cette hypothèse de lecture pour expliquer sa pudeur. Parce que si elle était exubérante, si tout le monde raconte qu'elle riait fort, qu'elle avait une robe mauve, un corsage flamboyant, des colliers d'ambre et qu'elle recevait tout Paris dans ses salons, qu'elle était entourée d'amis, de beaucoup d'amis, et pas des moindres, hein, vous l'avez dit, Jean Lorrain, Paul Verlaine, Alfred Jarry, Colette, Apollinaire, Mallarmé, mais on ne lui connaît pas d'amant. Elle a bien été avec Marie-Paul Courbe, qui a été la maîtresse de Maupassant, et puis avec Valette. Mais sur la fin de sa vie, avec des gigolos qui se sont bien moqués d'elle. Voilà, c'est quand même une femme pudique, une femme d'amitié. Et elle a cette phrase très, très belle, je trouve. J'ai eu le triste honneur, durant ma courte vie, d'être très désirée parce que je suis petite et que l'idée de briser ce qui est frêle plaît beaucoup à tous les hommes quelconques. Bien, merci beaucoup Cécile Chabot de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Rachilde, l'homme de lettres, qui était une femme. Je rappelle votre livre Rachilde, homme de lettres, disponible aux éditions Écriture. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.